Hey, salut, salut! Ces derniers temps, j'ai reçu plusieurs fois un étrange commentaire sur mes vidéos YouTube. Des personnes qui me demandent si je suis une tradwife. Alors honnêtement, jusqu'à il y a quelques semaines, j'avais jamais entendu ce mot. Faut dire que je traîne pas des masses sur les réseaux. C'est vrai que quand comme moi, on parle de tout ce qui est vieux, c'est pas dans les dernières trends à la mode qu'on va trouver des infos. Alors j'ai sorti ma plus belle loupe de détective pour m'infiltrer sur l'internet et trouver la réponse à cette question. Pour commencer, c'est quoi une tradwife? Selon France Info, Euronews et un article du 8 mars 2024 du journal L'Alsace qui m'est tombé sous la main alors que je faisais de la paille pour emballer un colis, le mouvement tradwife, autrement dit femme traditionnelle, est un mouvement réactionnaire prônant le retour du rôle traditionnel de l'épouse modèle. Comprenez par là, femme au foyer. Ce mouvement les encourage donc à dédier leur vie à famille et enfants. Mais je vous arrête tout de suite, hein. Pas comme une mère classique pourrait le faire de nos jours, mais plutôt avec un relent de famille comme à l'époque de travail famille-patrie, si vous voyez ce que je veux dire. Les partisanes de cette trend, parce que oui, c'est surtout quelque chose de mis en avant par les femmes elles-mêmes, prônent un retour de la position de la femme style années 50, allant jusqu'à s'habiller avec des vêtements d'époque. Oh purée, alors là, si on était dans un manga, j'aurais une grosse goutte en haut de la tête, là. J'ai peur là, vraiment, parce que je commence doucement à comprendre le rapprochement avec moi. Alors, ça dit quoi ensuite? Ce mouvement a pris de l'ampleur aux environs de 2019-2020 sur les réseaux sociaux, notamment aux États-Unis. Pourquoi je suis pas surprise, tiens. Ces influenceuses, qui ont en moyenne un peu moins de la trentaine, postent des vidéos montrant comment bien s'occuper de son foyer, de ses enfants et d'être dévouée à leur mari. Et sur ce point, j'ai envie de dire plus que dévouée, hein. J'ai envie de dire soumise, hein. Concernant le mari d'ailleurs, l'américaine Esty Williams, figure emblématique dans le mouvement, donnera même des conseils sur comment trouver ce fameux mari qui vous entretient. Oui, qui vous entretient, hein, parce que c'est bien de ça qu'il s'agit, et on va en reparler un peu plus tard. Ça me rappelle d'ailleurs un article complètement éclaté que j'avais lu et qui m'avait bien fait rigoler, extrait d'un magazine féminin des années 50. Ça s'appelait « 129 Ways to Get a Husband ». J'aime particulièrement le conseil qui dit de pleurer dans un coin, parce que si ça se trouve, le mec va venir et demander ce qui va pas. Enfin bref, tout un tas de conseils fumeux pour soi-disant trouver un mari et le garder. Moi ce que je dis, c'est que si on peut expliquer 129 façons de le trouver, autant aller plus vite et dire qu'il n'y a pas de règle, hein. Pour revenir aux tradwives, c'est donc un mouvement moderne qui s'oppose au féminisme et qui prône une image stéréotypée de la femme, dont l'idéal serait la femme au foyer américaine des magazines et des publicités des années 50. Oui, des publicités. Et je vous le dis, il n'y a pas besoin d'être un expert en histoire pour se rendre compte de ça. Ce mode de vie, la jupe plissée, le tablier, le grand sourire tout brillant avec le gâteau en main quand son mari rentre à la maison, c'est pas du tout la réalité des années 50, hein. Les conseils dont je parlais tout à l'heure, c'est juste un exemple des injonctions de l'époque, hein. C'est pas parce que c'est dans un magazine que ça veut dire que les gens vivaient comme ça et appliquaient ce mode de vie, hein. Vous appliquez les conseils que vous a donnés Jeune et Jolie, vous? Probablement pas, hein. Bah là, c'est pareil. Ces influenceuses, désolé de le dire comme ça, mais elles sont pas autre chose que des cartoons, des caricatures d'une image sur papier glacé. Ce fantasme véhiculé à l'époque est avant tout là pour servir le capitalisme et la société de consommation. D'ailleurs, à propos de publicité et de clichés bidons de la housewife américaine, Betty Crocker, ça vous parle? Bon, sûrement pas, hein, c'est une référence très états-unienne. Dans les années 40, elle a été élue deuxième femme la plus populaire d'Amérique après la première dame Eleanor Roosevelt. Il s'agit d'une cuisinière qui a publié un certain nombre de livres et qui donnait des conseils de cuisine. C'était même possible de lui écrire pour en avoir plus. Elle avait son émission de radio destinée à la ménagère depuis les années 20 et dans les années 50 et 60, elle passait aussi à la télé. Je suis sûre qu'elle aurait aussi eu son numéro de téléphone surtaxé comme le Père Noël si le téléphone avait été accessible à tous à l'époque, hein. Parce que, tout comme le Père Noël, Betty Crocker n'a en fait jamais existé. C'est un personnage fictif de ménagère parfaite créé par le service publicité de l'entreprise Washburn Crosby en 1921. C'est une entreprise qui vendait de la farine. Elle a été lancée pour la première fois dans une publicité dans un journal. L'encart consistait à un jeu où fallait résoudre un puzzle et l'envoyer par courrier à l'entreprise qui offrait ensuite en cadeau un coussin à aiguille en forme de sac de farine. Parmi ces courriers, en plus de la réponse au jeu, se trouvait aussi un grand nombre de questions concernant la cuisine et c'est là que le service pub a eu son idée de génie. Les femmes aiment recevoir les conseils d'une autre femme, donc créons un personnage fictif auquel elles s'attacheront. Une influenceuse en somme, mais fictive.
Et c'était même pas fait avec une IA. Crocker, c'est tout simplement l'un des directeurs de l'entreprise, William Crocker, et Betty, un prénom simple, très américain, tout le monde en connaît une, et puis Betty, elle est toujours sympa. Derrière Betty, c'est une vingtaine d'auteurs qui prodiguent divers conseils et recettes, et pour la signature, c'est l'une des employées de l'entreprise qui l'a créée. Betty Crocker, celle qui vous aide à devenir la ménagère parfaite. Et oubliez pas d'acheter les produits de la marque, hein. Tout est marketing. Faut pas oublier que dans la vision publicitaire, la femme au foyer ne vient pas seule. C'est bien d'avoir Barbie, mais ce qui fait le sel du jeu et la thune pour la marque, c'est les accessoires. La femme au foyer, elle vient avec son frigo, son aspirateur, son lave-vaisselle. Et on n'oublie pas le mari avec la voiture, la tondeuse, le fauteuil où poser ses fesses après le travail et fumer son tabac recommandé par son médecin. Les enfants sont pas en reste et ont aussi leur part de la panoplie. Pour compléter le tableau, on n'oublie pas le petit pavillon de banlieue avec la pelouse impeccable, la boîte aux lettres et les bouteilles de lait sur le palier tout fraîchement livrées. Mais la réalité de la vie des gens à cette époque était assez éloignée du cliché maison impeccable, sourire impeccable et enfant parfait. Faut pas croire, hein, dans les années 50, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, beaucoup de femmes travaillaient à l'usine ou dans d'autres jobs pour amener un peu d'argent à la maison. Être la femme au foyer idéale, fallait pouvoir se le permettre et c'était pas donné à tout le monde. Fallait le trouver, hein, le mari qui gagne assez pour entretenir avec un seul salaire, une femme et plusieurs enfants, le tout sans vivre dans la misère. Et faire ça aujourd'hui avec le coût de la vie, c'est la même chose. Et sous certains aspects, on peut même dire que c'est encore pire. Donc clairement, il n'y a pas besoin de réfléchir plus de 5 secondes pour se rendre compte du caractère irréaliste de ce cliché. Après avoir effleuré le sujet, j'ai vite commencé à comprendre pourquoi on m'a posé la question de si j'étais une tradwife. En fait, c'est tout simplement parce que j'ai un look rétro. Les tradwives qui s'inspirent de cet idéal ont aussi un look rétro, et donc ça fait quoi? Des amalgames. Là, je vais parler en mon nom, mais aussi pour en avoir parlé avec d'autres fans de mode et de déco vintage, je sais que cette position est largement partagée. C'est pas parce qu'on a un look rétro qu'on a des valeurs anciennes. On peut juste aimer les modes vintage, les vieux meubles, d'un point de vue purement esthétique, et ça s'arrête là, ce qui est mon cas d'ailleurs. Un slogan qu'on retrouve très souvent dans le milieu vintage est « Vintage style, not vintage values ». Un style vintage, mais pas des valeurs vintage. C'est assez clair, mais je le rappelle quand même, on s'habille à l'ancienne, on aime l'histoire, on s'intéresse aux modes de vie passés, mais on ne vit pas dans le passé. Nos modes de vie et nos idées sont modernes. Je fais des vidéos sur YouTube, je gagne ma vie avec de la découpe laser, c'est pas très vintage tout ça, on est d'accord. Une question qu'on m'a souvent posée est de savoir à quelle époque j'aurais aimé vivre. Et justement, étant passionné d'histoire et connaissant les conditions de vie passées, je peux vous assurer que je voudrais vivre à aucune autre époque que la mienne. Sauf si, à la limite, je peux choisir ma classe sociale, être sûr de pas tomber malade, mais bon, on n'est pas dans un jeu de rôle. Que ce soit technologiquement ou socialement, le 21e siècle me plaît, et je suis en rien nostalgique d'une époque où tout aurait été mieux. Faut pas oublier les choses qu'on prend pour acquises et sans lesquelles la vie serait bien moins agréable. Le mouvement tradwife est un mouvement réactionnaire, ultra conservateur, que personnellement je trouve dangereux. Beaucoup d'entre elles se revendiquent de l'antiféminisme et reprochent aux féministes de faire croire aux femmes qu'il est possible de conjuguer vie professionnelle et domestique. Pour elles, la place naturelle de la femme, c'est dans la cuisine et elle doit s'y plaire. La place de la femme, c'est à la cuisine. Avec tes diplômes, ta place c'est à la cuisine. Avec ton doctorat, ta place c'est à la cuisine. Et à chaque fois que la femme n'est pas à la cuisine, il y a désordre. On dirait la blague de mauvais goût avec Landru et les femmes dans le foyer. J'ai aussi fait une super vidéo là-dessus si jamais. Un argument que j'ai pu entendre concernait les divorces. Regardez, il y avait tellement moins de divorces dans les années 50. C'est parce que les femmes étaient beaucoup plus heureuses que les féministes d'aujourd'hui. Oui, c'est pas du tout parce qu'elles pouvaient en fait pas vraiment divorcer, sinon elles finissaient avec plus rien, et puis qu'au passage elles avaient même pas le droit d'avoir un compte en banque sans l'autorisation de leur mari. En fait, elles étaient tellement dépendantes qu'elles avaient pas vraiment le choix que de ne pas divorcer. C'est pas la vision biaisée de la pub ou des tradwives qui vous expliquera ça. Un autre danger que je vois aussi est que ce mouvement est très lié à l'extrême droite, notamment en France. La militante influenceuse Thaïs Descuffon, ex-porte-parole de Génération Identitaire, mouvement d'extrême droite que le gouvernement a dissous en 2021, prône ce modèle de femme traditionnelle.
Sans être une tradwife elle-même, elle a ni le look rétro, ni le contenu axé maison, cuisine, etc. Elle porte un discours antiféministe et misogyne qui se recoupe avec les valeurs supposées traditionnelles dont on a parlé jusqu'ici. Sur sa chaîne YouTube, elle s'adresse à un public bien particulier. Évidemment les gens qui partagent sa vision politique, mais aussi ceux qu'on appelle les incels. Une communauté d'hommes célibataires rejetés, fortement misogynes et qui détestent les féministes. Elle leur sert exactement ce qu'ils veulent entendre. Qui méritent une femme au foyer docile, qui s'occupera de leurs enfants, par exemple. Même si le mouvement en France n'a pas autant d'importance qu'aux États-Unis, ça suffit pour inquiéter le Haut Conseil à l'égalité et ça peut se comprendre. C'est quand même des femmes qui justifient leur mode de vie en brandissant leur liberté de choix et dont les idées peuvent mettre en péril plus de 50 ans de lutte pour les droits des femmes. Parce que oui, même si on pourrait les trouver inoffensives au premier abord, à faire des cookies dans leur cuisine, à se coiffer, à passer l'aspirateur, les idées conservatrices et réactionnaires qu'elles font infuser dans la société par leur contenu peuvent provoquer des effets dans la vraie vie. Aux États-Unis, où le mouvement est très présent, les tradwives ont entre autres contribué au recul du droit à l'IVG, et dans leur discours ultra-conservateur, on trouve la panoplie complète avec aussi la religion dans le package. Les Christian tradwives portent notamment le discours anti-contraception et avortement. Bon, si elles sont heureuses dans leur mode de vie, je vois pas pourquoi on les empêcherait de l'avoir, mais faudrait juste pas vouloir l'imposer aux autres. Moi, la seule chose dont j'ai pas envie, c'est qu'on associe tradwife et vintage. Comme dit, je connaissais pas du tout ce mouvement jusqu'à maintenant et je trouve que ça fait très peur. C'est pour ça que j'ai décidé d'en parler dans cette vidéo, parce que j'aimerais bien éviter que des jeunes filles qui sont attirées par les modes vintage tombent là-dessus et puissent croire qu'on prône tout ce genre de valeurs rétrogrades. Il y a aussi un risque d'endoctrinement et de façonnage des idées assez dangereux, le public de ce contenu étant plutôt jeune et influençable. Donc pour répondre à la grande question, même si vous vous en doutiez déjà, non, je ne suis pas une tradwife. Et avant que vous me rangiez dans le camp opposé, je suis pas woke non plus. Je suis plutôt ce genre de milieu que les deux côtés rejettent. Trop traditionnel pour être woke et trop woke pour les tradis. Je suis mariée et ça m'a déjà valu des remarques de la part de féministes radicales ou de personnes qu'on appelle communément les woke. À leurs yeux, le mariage c'est jouer le jeu du patriarcat et de s'y soumettre. Moi je croyais qu'on avait encore le droit de se marier avec quelqu'un parce qu'on l'aime. Visiblement, c'est pas ce que tout le monde pense et il faudrait, selon ces gens, que je déconstruise ma vision du couple. De l'autre côté, le sujet qui fait grincer des dents les plus traditionnels, c'est que je suis pour l'avortement et la contraception. Je n'ai pas et ne souhaite pas avoir d'enfants, mais visiblement, pour une partie de la population, je serais bien plus à ma place si je me pliais au rôle qui est biologiquement et traditionnellement le mien. Le sujet de l'avortement, c'est encore plus touchy, vous comprendrez bien pourquoi. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi là-dessus, c'est votre droit, mais évitez-moi les insultes ou les remarques blessantes à ce sujet en commentaire, merci. Bref, j'ai l'impression d'être située dans un juste milieu que les extrêmes détestent et que visiblement pas grand monde ne comprend. J'ai l'impression que dans la société actuelle, on peut plus avoir de position nuancée. Je réussis quand même régulièrement avec mes vidéos la prouesse de me faire traiter de gauchiasse et de nazi. Ce qui est encore plus drôle, c'est qu'à chaque fois, le combo d'insultes se fait sur une seule et même vidéo. Un seul et même discours, deux perceptions opposées. Je vous raconte pas les messages que j'ai eus quand j'ai été invitée sur France Inter, alors que c'était dans une émission sur la pop culture que j'étais là pour parler de la famille Addams. Mine de rien, cette position d'être au milieu, c'est pas du tout facile à assumer pour moi parce que tout le temps, les gens veulent vous mettre dans des cases bien précises. Et aujourd'hui, des cases, il y en a plus beaucoup. C'est woke révolutionnaire ou conservateur réac. Je valide aucun des deux. Je vois pas en quoi c'est si difficile à comprendre. Pour terminer sur les tradwives, il y a quand même quelques questions qu'on peut se poser. Qu'est-ce qui peut donner envie à une femme de se mettre dans cette situation ? Pendant mes recherches, je suis tombée sur un média américain qui, après avoir interrogé des femmes de ce mouvement, propose plusieurs hypothèses. Option 1. Elles en ont juste marre de la pression du monde du travail et aspirent à une vie plus simple et plus traditionnelle. Moi je crois qu'il n'y a qu'un seul mot pour ça, c'est entretenu. Option 2. Elles ont une mentalité conservatrice, probablement due à leur éducation, et elles cherchent à vivre en accord avec leurs valeurs. Beaucoup s'inscrivent dans le Trumpisme aux États-Unis. Avec ces deux hypothèses, on se rend quand même compte qu'on trouve des tradwives qu'on pourrait dire de confort et d'autres de conviction. Ce qui, à mon sens, n'est pas du tout comparable, surtout s'il y a une volonté d'influencer une audience via les réseaux sociaux. L'une est potentiellement plus dangereuse que l'autre. Autre grande question qu'on peut se poser, quel genre de mec recherche ce type de femme aujourd'hui ?
Parce que faut l'avouer, assumer l'entière responsabilité financière d'un foyer, entretenir femme et enfants, ça demande un salaire élevé et ça peut mettre pas mal de pression sur les épaules. Quel genre d'homme voudrait faire ça aujourd'hui ? Alors qu'on est dans une société où tout est partagé, où les femmes peuvent librement exercer n'importe quel emploi, avoir leur propre entreprise, oui, je vous demande quel genre d'homme voudrait tout assumer ? Comme dirait l'autre, ça coûte un pognon de dingue. Apparemment, ceux qui recherchent et adorent ça seraient les hommes proches des mouvances masculinistes, dont les incels que j'ai cités plus tôt, et encore une fois, d'extrême droite conservatrice. Bon, un incel par essence, puisque ça veut dire célibataire involontaire, c'est pas en couple, mais on va supposer que ça peut évoluer, et qu'après ça devient un mascu. C'est un peu comme les Pokémon, sauf que je veux ni la version de base, ni son évolution comme animal de compagnie. Ces mascus donc, ça leur plaît, et ils sont prêts à tout payer tant qu'ils ont Bobonne qui leur fait tout, qui s'occupe d'eux, et qui en plus le fait avec le sourire. C'est un délire quand même, moi ça me dépasse. Et le dernier truc que je me demande, c'est une question d'authenticité. Ces influenceuses, soi-disant si traditionnelles, elles le trouvent où le temps de faire 150 vidéos sur leur super vie traditionnelle soumise à leur mari ? Ben, j'ai fouillé un peu. Et comme je m'en doutais, il y en a beaucoup qui sont juste dans le paraître. On est quand même sur une sous-catégorie d'influenceurs. C'est donc un style de création de contenu, une mise en scène. D'après les informations que j'ai pu trouver, beaucoup de ces créatrices de contenu tradwife sont en fait célibataires. Oh merde! Oh, c'est con ça! Donc même si elles croient sûrement à leurs idées, leurs vidéos ne représentent pas non plus la réalité de leur quotidien. D'une manière générale, il faut se méfier de tout ce qu'on peut voir dans ces contenus de lifestyle. La mise en scène est omniprésente et vous savez jamais ce qui se passe d'une part en dehors du cadrage et d'autre part avant et après la séquence d'enregistrement. De toute façon, il est clair qu'avec le temps que ça prend de faire des vidéos et de poster tout ça sur les réseaux, faut pas croire qu'elles font gâteau, cuisine, coiffure, maquillage et ménage de manière constante et quotidienne. Peut-être même qu'elles rentrent du fric avec leur contenu, et ça, c'est pas très tradwife. Mais bon, le mari doit être content que ça remplisse les poches du foyer, quand ces maris existent. Je pense qu'on a fait à peu près le tour du sujet, et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Je suis pas une tradwife, mais je fais des super vidéos sur des trucs vieux. À bientôt!